J'appelle nos trois invités, nos trois conférenciers, Sylvain Raison, agriculteur, Mathieu Debonnet, énergéticien, et Philippe Verviers. Et nous avons aussi en visioconférence, si tout se passe bien, si on a une connexion jusqu'au Mexique, Monsieur Escobar Gutiérrez, voilà, de l'INRAE. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors, le journaliste qui a fait ce reportage, c'est Pierre Chirard. Il a une chaîne YouTube que je vous recommande, qui s'appelle Tous Terriens, où il fait des reportages sur les agriculteurs et sur des modèles agroécologiques, résilients. Voilà. Bonjour, Monsieur Escobar Gutiérrez, vous nous entendez? Bonjour, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous on vous entend. Et vous nous entendez? Parfaitement. Ah, c'est parfait alors. Alors, puisque vous êtes là et qu'on vous entend bien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Abraham Escobar Gutiérrez, chercheur à l'INRAE et président du Centre Nouvelle-Aquitaine Poitiers et depuis quelques semaines, directeur du Pôle national Recherche et Innovation sur l'agri-photovoltaïsme, piloté par INRAE. Oui, c'est un pôle qui vient juste d'être créé. Tout à fait. Oui. Et au Salon de l'Agriculture, il y a eu euh, la signature de l'accord entre une trentaine de partenaires du privé et une trentaine de laboratoires du public. D'accord, privé, public, et l'objectif, c'est de L'objectif, mutualiser. c'est L'objectif, c'est de créer des connaissances autour de l'agri-photovoltaïsme pour venir en soutien et des agriculteurs et des chambres consulaires et évidemment des énergéticiens ou développeurs, comme vous les appelez, qui sont des gros partenaires du pôle, avec l'idée de faire avancer la connaissance sur l'agri-photovoltaïsme pour le bénéfice de tous, hein, finalement. D'accord, merci. Vous nous en parlerez un petit peu plus précisément tout à l'heure. Je vais vous demander, Sylvain Raison, on a commencé à vous rencontrer par le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ferme jusqu'à votre cheminement jusqu'au projet agrivoltaïque? Oui, bonjour. Peut-être mettez le micro tout plus près. Tout près. Oui. Donc, comme vous avez pu le voir dans le film, c'est une exploitation qui est située donc, en Haute-Saône, dans l'est de la France. Le site a été choisi suite à des discussions justement donc, avec Mathieu. Il n'y a pas forcément très longtemps. On s'est vu dans l'hiver 2020 pour aboutir à démarrer des travaux à l'automne 2021. Ça a été rapide. Plutôt assez rapide Oui. quand même, c'est sûr. Après, on pense, voilà, ça c'est notre état d'esprit. C'est aussi important, ces projets-là un peu innovants, de les mener aussi assez rapidement, afin d'éviter les problèmes d'acceptabilité sociétale. Ah, ça, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Oui. Vous avez, alors vous, par rapport à vos parents, vos parents étaient céréaliers et vous avez réintégré l'élevage, c'est ça, dans votre exploitation? Et ça, c'est pas forcément très courant de ce qui se Oui. pratique à l'échelle française aujourd'hui. Donc, mes parents étaient céréaliers, éleveurs précédemment quand même. Ils avaient fait le choix d'arrêter l'élevage. Et on a repris l'élevage, on est dans une zone un petit peu intermédiaire. Aujourd'hui, je tiens à remercier donc, mon ancien associé, Michel Crépel, qui était trésorier donc, de la SAF. Grâce à lui, voilà, c'est mon moteur. C'est lui qui m'a lancé dans beaucoup d'activités. Oui, qui a été le trésorier d'Agridé pendant des années. Donc on a eu une belle expérience dans l'élevage de porc, et donc l'élevage bovin est venu ensuite. On a quand même l'exploitation est quand même sur une grosse base céréalière. Et la méthanisation depuis 6 ans. Et méthanisation depuis 6 ans. Méthanisation, élevage, céréales, on sent qu'il y a un équilibre un petit peu entre toutes ces productions. Oui, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, le lien entre ces trois activités-là, l'élevage est lié quand même à la méthanisation aujourd'hui. On continuera l'élevage grâce à la méthanisation. La céréale apporte la touche finale pour avoir aussi assez de surface pour nourrir la méthanisation. D'accord. Quel est, comment dire, le démonstrateur, il a 1 an à peu près, c'est ça? Le démonstrateur? Le démonstrateur agrivoltaïque, pardon. C'est la centrale agri-PV de Hermance, voilà. Oui. Tous ces projets, finalement, pour apporter de la valeur ajoutée aussi sur votre ferme, est-ce que c'est en lien avec le fait que vous êtes
en zone intermédiaire et qu'avec un potentiel qui n'est pas forcément... est-ce qu'il faut un peu de créativité pour essayer de trouver de nouveaux projets? Ça, c'est un état d'esprit, mais chaque agriculteur français peut le faire sur son exploitation. Après, voilà, c'est suite à une rencontre donc, avec Mathieu qu'on a monté ça, mais ça aurait pu être à l'autre bout de la France également. Et vous, Mathieu, alors du coup, vous avez rencontré Sylvain Raison, je crois que ça a flashé, on peut le dire, entre vous. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Une rencontre hiver 2020 à Toulouse, une petite réunion de 2 heures pour lui présenter notre projet, puis on s'est quasiment tapé dans la main et 2 ans plus tard, le projet était construit. Alors, vous êtes fondateur de TSE, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Donc effectivement, je suis président fondateur de TSE. Donc de TSE, c'est un développeur opérateur de projets solaires. Donc c'est une société que j'ai créée en 2012. On est basé à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Et on opère sur l'ensemble du territoire national. Et on fait aussi bien des projets solaires photovoltaïques sur terrain dégradé qu'aujourd'hui, dans le cadre de projets AgriPV, je pense qu'on est l'une des sociétés précurseurs sur ce thème. C'est un virage qu'on a pris il y a 3 ans pour une raison très simple, c'est que des terrains dégradés, des friches en France, il n'y en a quasiment plus. Donc l'évidence, c'était d'aller sur les fonciers les plus disponibles, donc les terrains agricoles, les 30 millions d'hectares de SAU, mais d'y aller, je dirais, avec une certaine cohérence, une certaine envie justement de pouvoir faire les deux. Je dirais alors c'est un terme qui est aujourd'hui très à la mode, de privilégier ou mettre en avant aussi bien la souveraineté énergétique que la souveraineté alimentaire. Et donc ça a été le positionnement de TSE de développer cette canopée là, dont on a construit la première chez Sylvain. Mais aujourd'hui, on a une gamme de solutions techniques AgriPV qui vont aussi bien sur la culture que sur les parcours animaliers pour les vaches laitières, par exemple, que sur les prairies d'herbage, de pâture pour protéger donc les pâturages et apporter également par rapport à la réglementation du bien-être animal. Donc l'objectif, voilà, c'est d'apporter des outils agricoles qui peuvent contribuer à remplir ce cadre réglementaire, à apporter une véritable fonction agricole, mais également, en plus, une production d'énergie. Avant l'agrivoltaïsme, ça représente combien TSE, combien de projets, combien de... je ne sais pas si ça se compte en mégawatts ou en hectares de superficie de photovoltaïque? Alors, depuis 2012, on a développé à peu près pour 450 mégas, donc ça fait 500 ou 600 hectares sur des terrains dégradés essentiellement. TSE, donc c'est une société de 240 personnes, donc on est un acteur un petit peu particulier parce qu'on intègre l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est, Sylvain, un interlocuteur unique, que ce soit durant toute la phase de développement, mais également sur toutes les opérations de maintenance de la centrale. On est une société qui va faire de l'identification foncière jusqu'à la construction, le financement et l'exploitation et la maintenance des centrales. Voilà, donc, et avec une présence sur l'ensemble du territoire national avec 8 agences réparties un petit peu partout. Sylvain a raison, peut-être cette pluriactivité, cette transversalité quelque part de TSE avec la chaîne de valeur, est-ce que ça a été un argument pour vous, peut-être pour vous convaincre? Tout à fait. On l'avait déjà vu avec la méthanisation. On souhaitait des opérateurs plutôt français pour avoir la même communication. On n'est pas forcément très fort dans les langues. Donc c'est compliqué quand on travaille avec quelqu'un qui habite à l'autre bout de l'Allemagne. Donc dans le photovoltaïque, c'était un souhait aussi de travailler avec un opérateur qui gérait l'ensemble de la construction, dans la gestion environnementale précédemment, et surtout la partie entretien. C'est bien ce qui est annoncé aujourd'hui. On est quand même parti pour 40 années. La construction a duré 9 mois. C'était important qu'elle se passe bien. Elle s'est bien passée. Mais que les 40 prochaines années, il y a quand même pas de souci. Et voilà, parce que le dossier assurance est quand même un dossier qui est quand même délicat, à mon avis, pour l'agrivoltaïsme. Il a été énoncé et il n'est pas forcément encore clair aujourd'hui. On se fait aussi mutuellement confiance. On a signé des choses, mais on a besoin. L'agrivoltaïsme a besoin de clarifier certaines choses. Oui.
Alors, je continue le tour de table. Philippe Vervier, vous êtes un chercheur. Vous avez travaillé pendant 20 ans pour le CNRS. Et je vous laisse vous présenter la structure dont vous êtes à la tête aujourd'hui. Oui, merci. Donc oui, j'ai bossé au CNRS comme directeur de recherche sur l'interface entre l'environnement et la société, avec une spécialité au départ dans le domaine de l'eau. Je suis écologue de formation. Et il y a 12 ans, 13 ans, j'ai décidé de créer Acceptable Avenir, qui est un bureau d'études qui prend en charge les mécanismes de l'acceptabilité sociale pour faciliter les transitions, quelles qu'elles soient, énergétiques, écologiques, agricoles, s'il le faut, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait face à nous un challenge très important, celui soit de remédier, soit d'effacer les changements climatiques. Et en tous les cas, ça nous amène tout à chacune à changer beaucoup de choses. Et le changement, l'être humain n'est pas forcément le plus agile par rapport à ça. Donc notre métier, c'est vraiment de donner des outils, des process à ceux qui sont sur l'entreprise, qui les choses, et pour faire en sorte que ce changement soit le plus facilité possible, pour pas dire le plus accepté possible localement. Donc les énergies renouvelables, bien évidemment, avec les installations, enfin quand je dis bien évidemment, je pense que maintenant tout le monde est au courant que les éoliennes, c'est compliqué de les installer, les méthaniseurs aussi, maintenant c'est l'agrivoltaïsme aussi qui devient compliqué, donc on a à faire face à quelque chose on est dans une phase d'incubation ou d'amorçage des énergies renouvelables. Donc les paysages qui sont les plus impactés, mais quand on dit paysage, c'est pas forcément uniquement le paysage, c'est aussi le cadre de vie, ce sont les milieux ruraux. Les gens qui profitent des énergies plutôt électriques sont plutôt dans les villes. Là, je caricature un peu le propos, mais enfin c'est ce qu'on entend sur le territoire. Donc il faut vraiment faire un vrai accompagnement. Et un accompagnement qui va être à l'interface entre de l'ingénierie et des dimensions qui sont humaines, donc plutôt de l'émotion, des choses qui sont plutôt de l'ordre du cognitif, du subjectif, et essayer de trouver un équilibre. Tout à l'heure, j'entendais parler les gens d'équilibre, même dans le domaine de la loi. Nous, c'est pareil, il faut qu'on trouve l'équilibre entre un projet qui est plein de bonnes intentions et un territoire qui le voit arriver pas forcément d'un bon œil. Voilà, donc il faut apprendre les projets à se mettre en adéquation avec les territoires. Donc vous mettez tous les gens autour d'une table et vous leur apprenez à discuter, vous leur donnez les bonnes conditions pour alors en fait, oui, notre métier, notre métier, pas le mien, mais plutôt celui de mes confrères, a beaucoup évolué, puisqu'on s'aperçoit que dans l'acceptabilité, on met très rapidement à côté les notions de dialogue, de concertation. Et nous, on a vraiment fait le pari, je pense qu'on est à peu près les seuls en France à faire ça, en se disant mais il y a tout un process à mettre en place avant, auprès du projet. Parce qu'en fin de compte, on peut se dire qu'avant de faire un voyage, pour remplir sa valise, il faut savoir où on va. Donc si on va à la montagne, on ne va pas mettre les mêmes choses que si on va à la mer. Les projets, c'est un peu la même chose. Il faut déjà savoir où ils vont. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur valise. Et souvent, les projets, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent la valise et après, ils vont au territoire. Il n'y a pas forcément complète adéquation entre le projet et le territoire. Donc, on est vraiment là auprès des porteurs de projets pour les aider à anticiper, pour faire un design du projet qui soit le plus adapté au territoire. Alors, bien évidemment, ça peut passer par des phases de dialogue avec les différents acteurs. Et dans certaines situations où les projets arrivent sur des terrains, on va dire, hostiles, oui, là, on part sur des méthodologies de concertation, mais en fin de compte, je veux dire, notre métier, on réussit quand, en fin de compte, on n'est peut-être pas forcément obligé de passer par la case concertation. C'est-à-dire qu'on a bien réussi à accompagner notre client et l'aider dans son ingénierie. On ajoute un ingrédient supplémentaire. On ajoute un ingrédient qu'il n'a pas trop l'habitude d'utiliser pour faire un design du projet le plus adapté que possible. D'accord. On reparlera de l'acceptabilité qui, on le comprend, est un sujet vraiment important aujourd'hui pour permettre le développement à grande échelle de ce type de projet. Alors, on va parler de la synergie, puisque c'est quand même un mot qui revient énormément depuis ce matin. Tous les intervenants ont parlé de synergie entre la production agricole et la production d'énergie. Monsieur Escobar Gutiérrez, la synergie, elle est bien au centre des travaux de l'INRAE sur l'agrivoltaïsme.
On ne vous entend plus. J'avais tenté. Bon, tomber la salle. Oui, depuis une douzaine d'années, des collègues à l'INRA ont commencé à travailler sur ces sujets, et notamment à Montpellier. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des effets. Ça a été confirmé avec une thèse que j'ai encadrée dernièrement. Et on voit qu'il y a des effets favorables du fait d'avoir une canopée, comme a été dit. Tout simplement parce que ça change le bilan d'énergie d'une parcelle. Donc, quelque chose qui reste encore à élucider, pourquoi et comment. C'est une équation relativement simple, mais on cherche à savoir quels sont les paramètres de cette équation qui sont modifiés. Et on change le bilan d'énergie de la parcelle et par la même occasion, on peut modifier le confort thermique, lumineux et hydrique de la plante. Et comme ça a été présenté dans le film et dit par les personnes autour de la table, c'est on réduit éventuellement les stress que les plantes puissent subir lors des canicules et lors des événements un peu extrêmes, y compris la neige. Et on a un exemple très intéressant des gelées qu'il y a eu dans le nord de la France, donc des gelées, des neiges. Ça peut être intéressant parce que même si on met les panneaux de façon à laisser tomber la neige sur la parcelle, mais après on peut réguler les pertes d'énergie de cette parcelle et donc le confort thermique des plantes. Oui, alors vous travaillez sur des sites en collaboration avec des sites comme celui qu'on a vu, celui de Sylvain Raison et de TSE. Vous travaillez, je crois, l'INRA est d'ailleurs spécifiquement sur ce site. Quel est votre rôle dans ce genre de projet ? Alors, nous travaillons avec tous les partenaires. Je vous citais tout à l'heure à peu près une trentaine. L'idée, c'est de suivre avec les partenaires les différents sites en termes des données micrométéo, des données déjà météo et après micrométéo, des données sur l'évolution de la culture. Nous disposons à l'INRA des modèles de culture que nous essayons d'adapter aujourd'hui avec les nouvelles conditions qui imposent le fait d'avoir des panneaux. Mais l'idée, c'est l'idée du pôle dont je parlais, et c'est l'idée que nous suivons pour faire notre recherche à l'INRA, c'est de travailler avec tous les partenaires parce que nous essayons de créer des connaissances qui permettent de mutualiser les risques et les coûts de la recherche et après de mutualiser les bénéfices. Alors, je vais être un petit peu long dans mon explication. On a reçu énormément de sollicitations justement des énergéticiens et ils se posaient tous la même question. Et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas faire mutualiser les questions, mutualiser les moyens. Et c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui avec beaucoup de partenaires, donc TSE, et justement pour faire les suivis, et je disais météorologiques, micrométéorologiques et des cultures. Et évidemment, ça demande une certaine logistique. On est en train de monter donc une grosse base de données qui permettra d'intégrer les données qui viennent d'un réseau multipartenaire. Donc, des informations qui viendront du nord, du sud, de l'est de la France et qui pourront apporter des réponses au collectif. Et après, à chaque entreprise, de décliner ces connaissances que nous allons générer collectivement pour créer de l'avantage compétitif. Donc, j'espère être clair dans mes propos. Et l'idée, voilà. Donc, l'idée, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est on mutualise les risques, on mutualise les bénéfices. Et après, chacun tire le meilleur de ses bénéfices pour son entreprise. D'un laboratoire vivant, quelque part chez vous, vous abritez sous je crois que c'est 3 hectares de oui, panneaux. C'est ça, tout à fait. Oui. Comment ça se passe? Vous travaillez avec qui? Quels chercheurs, quel de l'INRAE ou peut-être des agronomes de chez TSE? Comment ça se passe le travail d'équipe? Tout à fait. Donc l'agronome de chez TSE, Xavier Guillot, donc on l'a aperçu tout à l'heure dans la vidéo, et en partenariat donc avec l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté, donc les 3 coopératives régionales, qui suivent donc les essais. Les discussions initiales, c'était de rester sur des productions que l'on faisait sur l'exploitation, que c'était déjà tout nouveau pour nous. Donc on pense qu'il va y avoir des plantes à mettre en place qui seront sûrement plus intéressantes sur les panneaux que celles qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est là où on a besoin aussi d'être dans un réseau et d'avoir de l'information. Mais voilà, les 9 premières années vont être menées avec des plantes que tout le monde connaît, du blé, de l'orge, du colza, du maïs.
Donc Enfin, d'être plus 9 ans, vous pertinent. allez travailler 9 ans ensemble en donnant en gros les données à l'INRAE, enfin, en travaillant avec eux aussi, en partenariat avec eux. C'est ça? Le partenariat, voilà, initialement avec TSE, mais voilà, Mhm. après, TSE maîtrisera la situation. D'accord. Comment ça se passe les variétés? Est-ce que ce sont les mêmes sous des panneaux ou que c'est des variétés plus tolérantes à l'ombre? On est resté dans les variétés qu'on utilise sur l'exploitation. D'accord. Et Mathieu Debonnet, comment ce choix, les choix culturaux, alors je m'adresse à tous les deux, qui fait le choix de ce qui est planté, enfin de ce qui est cultivé? Qui fait le choix? Est-ce qu'il y a un arbitrage, TSE, est-ce qu'il y a un arbitrage sur les panneaux, sur la quantité de soleil qu'on laisse passer? Comment ça se passe Alors, il y a un comité technique donc, dans lequel, bien évidemment, Sylvain participe, qui est composé donc de Sylvain, de l'équipe agronomique de TSE, de l'équipe R&D de l'Alliance BFC et de Dijon Céréales, également, bien évidemment, de l'INRAE, des équipes de l'INRAE, dont le partenariat a été entériné au SIA là, donc, fin février. Le but, effectivement, c'est dans un premier temps de récolter beaucoup de data. Donc sur la canopée qu'on a vue, il y a 600 capteurs de data, donc il y a 200 capteurs de data sur la partie structurelle, parce que c'est une structure qui est très innovante et unique au monde. 200 capteurs de data qui concernent la météo et la performance solaire, et 200 capteurs de data agronomiques, donc qui mesurent, comme le disait M. Escobar, l'humidité à différents niveaux sous la canopée, toutes les questions d'irradiance directe et indirecte, les questions d'humidité du sol à 5, 10, 15, 20, 35 cm de profondeur. On a également, lorsque là c'était sur la première culture de soja, donc des capteurs de photosynthèse également. Le but, c'est donc d'agglomérer beaucoup de data et d'en tirer des enseignements alors sur des cultures qui sont maîtrisées par les agriculteurs avec lesquels nous développons ces pilotes, mais également partagés derrière avec l'INRAE, c'est très important, les équipes techniques. Alors également, par exemple, de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, qui est participante au protocole scientifique. Le but, c'est, voilà, alors c'est pas nouveau, comme l'a expliqué M. Escobar, l'agri-PV, c'est pas né en France en 2021 ou 2022. L'agri-PV, ça existe depuis 10 ou 15 ans dans le monde entier. La Chine a fait des projets agri-PV depuis 2010 ou 2011, de plusieurs centaines d'hectares sur du maraîchage notamment. L'Allemagne a lancé ses premiers projets agri-PV en 2015 ou 2016 avec le Fraunhofer. Aux États-Unis, enfin, il y a depuis Fukushima au Japon, il y a des projets agri-PV sur des rizières. Donc voilà. Par contre, l'agri-PV, ça doit s'adapter à un terroir. Donc que ce soit un terroir de culture, que ce soit un terroir d'élevage, la France a un terroir qui n'est pas le même au sud qu'au nord. On a de la viticulture et de l'arboriculture beaucoup au sud. Il y a des entreprises en agri-PV qui sont très performantes sur cette thématique-là. Nous, chez TSE, on a fait plutôt le choix d'aller sur des grandes cultures. C'est pour ça que cette canopée, ce système, il y a très grande portée, parce que ça fait 27 mètres par 12 mètres. Donc, vous voyez Sylvain qui passe avec toutes les machines. Hein. Donc ça, c'était important avec une hauteur de 5,50 mètres. Et d'aller également sur l'élevage. Pourquoi? Parce que l'élevage, c'est à peu près 50% de l'agriculture française. Voilà. Donc, c'est une adaptation de l'agri-PV aux pratiques culturelles françaises et aux pratiques culturelles de chacun des territoires qui sont divers et variés. D'accord. Et vous, Sylvain Raison, donc je reviens sur ma question de départ, qui est finalement les décisions. Est-ce que vous êtes décisionnaire dans cette structure? Est-ce qu'il y a une co-construction? On sent qu'il y a une co-construction, mais quelle est votre part, vous, quelque part d'indépendance? Au niveau de la construction? Oui. Au niveau de la construction, donc voilà, Mathieu nous avait présenté le projet initialement.
Et on a suivi la construction toutes les semaines. Voilà, il y a eu des réunions de chantier. Donc La construction du projet, je parle. Hein, Ah, voilà, du projet, pas d'accord. les assolements. Du chantier, ok. Qu'est-ce que vous cultivez en dessous? Comment ça va? Est-ce que vraiment vous êtes au central dans ce projet? Voilà, c'est ça ma question. Je réponds de façon très courte. En fait, j'appelle régulièrement Sylvain, on s'appelle très régulièrement. Et je lui dis, voilà Sylvain, qu'est-ce qu'on va faire la saison prochaine? Donc, la première personne que j'appelle, en l'occurrence, c'est Sylvain. Très bien. C'est quand même, ça reste nous l'exploitant. Donc voilà, le dernier mot, normalement, on devrait l'avoir. Et alors cette récolte de soja, parce qu'elle est magnifique, on l'a vu, mais est-ce que la rentabilité était là? Alors, pour être transparent, voilà, la fin des travaux a eu lieu donc fin mai. Donc il y a eu quelques interventions à faire sur les panneaux donc avant que l'on sème. Ça a décalé, donc on a semé début juin. Début juin, c'est une période extrêmement tardive chez nous pour semer du soja. Donc on a récolté le soja tardivement. Donc on a semé du blé tardivement. À cette heure-ci, le blé n'est pas forcément très joli, mais comme dans notre exploitation, ça nous est parfois arrivé de semer tardivement et au printemps de ne pas garder la production. Donc on a décidé de remettre un maïs derrière ce blé. D'accord. Et sinon, les quantités de soja étaient au rendez-vous? C'est compliqué de tirer des conclusions aujourd'hui. Voilà, je ne souhaitais pas forcément implanter de soja donc au mois de juin en tant qu'agriculteur. Normalement, c'est quoi cette zone? Ce n'était pas le problème du soja, Oui. c'était le problème de la date, du timing. D'accord. On Ah implante oui. plutôt le soja fin avril, donc on avait plus d'un mois de retard. Sachant que sous les panneaux, voilà, c'est un état d'esprit aussi. On allait penser qu'il y ait beaucoup moins de lumière, donc que ça retarde la moisson. Et ça n'a pas forcément été le cas, parce que la partie donc panneau a beaucoup moins souffert du chaud, du sec, et donc a mûri quasiment de la même façon que la partie témoin qui a souffert du sec et a stressé et n'a pas forcément bien fini son cycle. Donc les rendements, je n'ai pas répondu à votre question. Les rendements, il y avait quand même 6 variétés. Là, la première année, donc, avec Xavier avait quand même mis de côté donc 6 variétés. C'était quand même la première année, afin de voir, voilà, suivant celle qui se comportait le mieux sous les panneaux. Donc il y avait des différences suivant les variétés. Et surtout, il faut aussi dire, il y a eu quand même eu 9 mois de travaux, donc des outils qui sont passés quand même sur la parcelle. Donc la terre a été un peu abîmée. Donc il y a une petite différence négative sous les panneaux, mais qui n'était pas significative par rapport au problème de structure. Très bien. On sent bien la synergie entre vous, déjà humainement, et puis le travail, la co-construction. Peut-être Philippe Vervier, votre ressenti dessus, déjà sur la synergie, est-ce que c'est une condition pour l'acceptabilité d'un projet? Alors oui, par le retour d'expérience de terrain, il est vrai que les projets qui ont une synergie très forte, enfin les énergéticiens qui ont une synergie très forte et les agriculteurs sont quand même ceux qui fonctionnent le mieux, quoi. Ça, c'est presque une appalissade de le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est d'autant plus fondamental que autant des parcs PV sur un sol où il n'y a pas forcément d'autres acteurs, le développeur vient, bon, comme je dis, il faut qu'il s'adapte au territoire, mais s'il arrive à mettre son projet, il va l'exploiter, mais il ne va pas forcément être présent. L'agriculteur, lui, c'est son territoire, c'est son lieu de vie, c'est-à-dire qu'il est là pour plusieurs décennies et il continue à vivre avec ses voisins, il continue à vivre au sein de la communauté. Donc s'il n'y a pas une parfaite entente dès le départ, une harmonie comme on voit entre M. Raison et puis TSE, je pense que sur les territoires, ça peut devenir compliqué. C'est-à-dire qu'on sent bien que certains agriculteurs dans des projets compliqués commencent à se mettre un peu en retrait parce qu'ils n'ont pas envie forcément d'être mis à l'index par les autres acteurs de la société. Certains élus peuvent dire « Ok, je suis d'accord avec un projet », et puis ils sentent que si leurs administrés ne sont pas très d'accord, ils commencent à... Au mieux, ils sont neutres, mais souvent, ils se retournent contre le projet. Donc le point de départ, l'ancrage fort, c'est vraiment celui-ci. Hein. C'est vraiment la synergie, la compréhension totale entre le développeur d'énergie et l'exploitation agricole. Autrement, à mon avis, il y a peu de chances que ça fonctionne, quoi. Oui, donc la synergie vraiment au centre. On va parler un petit peu d'économie, de création de valeur. Ça a été quand même un peu le sujet des présentations de cet après-midi.
On a vu le modèle économique entre TSE et vous, Sylvain Raison. Donc, est-ce que vous pouvez l'expliquer? On a parlé du bail amphithéotique. Est-ce que vous pouvez en parler concrètement? Alors sur le bail par rapport à l'exposé qui a été fait tout à l'heure, nous on a pris une orientation assez différente. L'orientation qu'on a prise, c'est de ne pas venir rompre le bail rural. Donc effectivement, plutôt de partir dans une option division en volume, étant donné que nos panneaux sont quand même bien en hauteur et qu'on est dans un outil agricole. Donc nous, on a procédé à une division en volume. Et ce qu'on fait, si on revient sur la question du partage, alors ça c'est en accord avec un certain nombre de chambres d'agriculture et de coopératives avec lesquelles on collabore. Donc c'est un partage de la redevance ou du loyer entre le propriétaire et l'exploitant, avec une obligation d'exploiter parce que le projet doit bien évidemment conserver une exploitation agricole principale. Donc ça c'est notre vision à nous. Le bail rural étant, dans ma compréhension des choses, l'un des socles fondateurs du modèle agricole français. Donc, il ne faut pas oublier que nous, on passe suite au projet, enfin à la loi qui a été votée là, dans le cadre des CDPNAF. Et dans les CDPNAF siègent les chambres d'agriculture. C'est généralement assez mal vu quand un énergéticien vient forcer ou à rompre le bail rural. Donc voilà, notre postulat, c'était ne touchons pas au bail rural, conservons-le, faisons une petite division en volume et juste une division parcellaire où on enlève les quelques mètres carrés de poteaux ou de postes. Donc qui reviennent sur un projet comme ça à peu près à 0,8% de la superficie agricole. Donc le bail rural est totalement préservé. Mais encore une fois, par rapport à l'exposé qui a été fait tout à l'heure, c'est parce que nous avons développé des systèmes qui sont des véritables outils et très en hauteur. Donc si c'était une centrale classique où effectivement on met des moutons, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'espace sur le foncier est très important. Ce qui n'est pas le cas sur ces solutions-là. Donc là, vous louez un espace aérien. Exactement. D'accord. Et là, dans votre cas, Sylvain Raison, vous êtes à la fois propriétaire et exploitant. Donc on est dans le vif du sujet. Voilà, initialement, la parcelle appartenait à un GFA. Oui. Et par rapport vous allez plus nous conseiller. Donc, il a fallu donc qu'on cède le terrain pour éviter que le GFA devienne une société commerciale. Donc on l'a revendu en nom. Alors que justement, par rapport au lien du bail amphithéotique, il aurait été plus judicieux de garder ça dans le GFA. Demain, par rapport à des successions, des choses comme ça va compliquer les choses même. Si vous voulez intervenir... Oui, non, mais c'est le complément de ce avec quoi on a commencé ce matin sur la définition de l'activité agricole, ce qui a été enchaîné ensuite par Lionel Manteau sur la problématique de l'objet des sociétés agricoles, de ce qu'a évoqué Maître Forger sur la partie fiscale, et qui fait qu'aujourd'hui, la difficulté de ne pas pouvoir intégrer l'exploitation photovoltaïque comme étant quelque part quelque chose qui dépend ou qui a pour support l'exploitation agricole, ça oblige effectivement à ces acrobaties juridiques qui vous font sortir du GFA tout ou partie. Alors là, au cas précis, vous n'avez eu à sortir que des éléments finalement un petit peu minorés, puisque vous ne donnez en bail amphithéotique, si j'ai bien suivi, que le volume supérieur qu'on évoquait. Et vous avez raison, on est typiquement dans une situation où là, il n'y a pas de difficulté particulière sur l'identification et la coexistence réelle. Il n'y a pas d'imbrication. Le schéma que j'évoquais tout à l'heure et qui est aujourd'hui, mais ça va sûrement bouger, le plus répandu, qui est celui de l'élevage ovin ou bovin, avec des plateformes posées au sol, avec des pieux qui sont enfoncés et qui là, effectivement, sont plus compliqués à la fois pour mettre en place les volumes et puis pour coexister entre l'agriculteur et l'exploitant. Oui, complètement. C'est un cas de figure, je dirais un peu, qui appartient dorénavant au passé, parce que l'objectif de cette loi d'accélération et notamment de définition de l'agri-PV, c'était pour éviter les fameux projets photovoltaïques au sol,
tant décrié parce que captant une partie importante du foncier agricole. Et donc, effectivement, derrière, là, il faut, avec vos conseils, suivre le schéma de retrait des parcelles pour éviter les remises en cause des avantages fiscaux, ne pas vous mettre en contradiction avec les réglementations des GFA et ainsi de suite. Donc, vous avez été suivi dans ce sens-là, ou si c'est encore en cours, poursuivez jusqu'au bout. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? On est des ordres de grandeur sur le loyer, le montant du loyer. C'est la personne qui règle. Alors écoutez, oui, enfin la question, mais on n'a pas de problème à échanger à ce sujet. Alors, bien évidemment, comme on ne vient pas prendre à bail du foncier, on prend un volume. Nous, sur un volume, on installe une puissance. Donc, on verse un loyer, on calcule le loyer, non pas, encore une fois, par rapport à une superficie, mais par rapport à une puissance donnée. Alors, c'est pas négligeable non plus pourquoi par rapport à une puissance, parce qu'entre le moment où on va développer un projet, la première rencontre ou la signature de la promesse de bail, et le jour où on va mettre en service le générateur, les panneaux, la puissance des panneaux a augmenté, et donc entériner à l'instant de la promesse de bail une puissance alors qu'elle remontera peut-être de 10% 2 ou 3 ans plus tard, ce ne serait pas forcément très très honnête. Donc on inscrit le loyer, alors c'est une réponse un peu longue, hein, mais le loyer est calculé sur la puissance installée définitivement à la mise en service. Donc sur la canopée, c'est un loyer qui est au mégawatt à 1500, 1800, 1800, 1800. 1800 euros du mégawatt, sachant qu'on est à peu près sur ces systèmes-là à quasiment 1 méga par hectare. Donc, si vous voulez faire une transcription, une transposition par hectare, on est à 0,9 mégas pour 1 hectare couvert. Si vous voulez être précis, donc 1800, en gros, si vous voulez encore faire une transposition par hectare, ça fait 1800 euros à l'hectare. Mais je reprécise que nos loyers ne sont pas versés à l'hectare, mais à la puissance installée. Donc le loyer d'un agriculteur, pour vous, dans le nord et dans le sud, il peut être très différent. S'il y a un ensoleillement plus important et une puissance il est effectivement, il y a 50% de plus de soleil à Toulon qu'à Amiens. Hein, donc forcément, les loyers ne sont pas les mêmes. Alors c'est déjà pas tout à fait le même foncier agricole dans le nord de la France, dans l'Est ou chez Sylvain. Donc les loyers sont différents, pas très différents chez nous non plus. On considère que nous, notre objectif, c'est d'avoir un rayonnement et un développement sur l'ensemble du territoire national, où il faut savoir que jusqu'à présent, l'ensemble des centrales ou de la puissance photovoltaïque développée en France, pour 60 ou 70%, elle est sur le pourtour méditerranéen. Et nous, notre objectif et notre vision des choses, c'est qu'il faut un développement, je dirais, équitable sur l'ensemble du territoire. Donc oui, on verse à peu près le même loyer, donc ce qui fait qu'on a des rentabilités de projets qui sont inférieures au nord qu'au sud de la France. C'est plutôt comme ça qu'on a conçu les choses. Et je voulais revenir sur l'histoire effectivement du loyer. Ce qu'on a prévu à l'avenir, c'est même la même chose de différent. C'est-à-dire, on revient sur des questions, Gabriel, par rapport à la question que tu me posais sur le partage de la valeur. On a décidé très récemment d'aller plutôt sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être généré par la centrale, pour être encore une fois beaucoup plus transparent. Alors, pour plusieurs choses. D'une part, pour une idée, effectivement, partage de la valeur en toute transparence, avec combien de chiffre d'affaires, et c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais parce que ces structures-là, extrêmement innovantes, on n'en connaît pas encore parfaitement la capacité de production solaire. Parce que, comme l'a dit Sylvain dans le film, ce sont des panneaux avec des cellules au-dessus et en dessous. Pourquoi? Parce qu'on va chercher ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la réverbération de l'irradiance directe qui remonte sur le panneau derrière. Comme Sylvain l'a précisé dans le film, les panneaux sont pilotés, donc quasiment à chaque minute. On va chercher la performance maximum. Et on pense que par rapport à une centrale classique, celle qui était présentée tout à l'heure, donc des centrales classiques fixes qui regardent le sud,
À cette hauteur-là, pilotée avec ces fameux panneaux de dernière génération, on va pouvoir sans doute aller chercher 15, 18, 20% de rendement supplémentaire. Donc on est qu'en plus vraiment dans une innovation technologique en termes de performance solaire qui est extrêmement importante. Et il nous semblait légitime, encore une fois, dans un parfait partage de la valeur, que finalement le loyer soit plutôt un pourcentage du chiffre d'affaires. Oui, donc on a tout intérêt que le système soit flexible. On parlait de flexibilité à plusieurs reprises aujourd'hui. On voit bien que c'est un système qui est pas encore abouti, hein, qui se cherche. Il y a beaucoup de recherches, c'est ce qu'on entend aussi. Mais le système, le modèle économique se cherche aussi finalement. Donc il faut peut-être Monsieur Escobar-Gutiérrez, vous pouvez est-ce que l'INRAE a une approche économique de l'agrivoltaïsme? Pas pour l'instant. Il y a une équipe qui commence à travailler. Je pense que pour compléter la réponse qui a été donnée, il faut rappeler l'ordre de grandeur des loyers agricoles, qu'en France, on a la chance qu'ils soient quelque part capés et assez réglementés. Et donc, les chiffres donnés des 1800, il faut les mettre par mégawatt, grosso modo par hectare, il faut les mettre en relation avec ces loyers, je disais, réglementés. Et je pense que l'approche de TSU, c'est une approche d'une grande honnêteté, puisqu'ils cherchent vraiment à partager la valeur. Et les chiffres annoncés, c'est un chiffre, c'est pas pour balancer des fleurs, mais pour donner des éléments objectifs. C'est un chiffre vraiment très, très honnête. Et là, je laisserai Sylvain peut-être à aborder cette histoire des loyers réglementés et quelle est la différence qu'il perçoit aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément par rapport à la loi et par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut que la production agricole soit prioritaire. Et avoir un système aussi innovant que celui de TSE, ça permettra vraiment de piloter le système pour que la production agricole reste prioritaire et que la production électrique reste quelque chose de complémentaire. Évidemment, avec la technologie qui se développe et avec les innovations, les rendements électriques sont quand même aujourd'hui assez bons. Et c'est très intéressant d'écouter ce que vous dites, Gabriel. Et je pense qu'il y a une recherche aujourd'hui de modèles économiques parce qu'il y a de la part de tout le monde un intérêt pour que la valeur soit partagée de façon équitable. Surtout quand on devient sur des projets de grande ampleur et justement qui cherchent à contrer cette mauvaise réputation que l'agrivoltaïsme a pu se faire dans le passé où il y avait des projets à Libye. Et comme je le dis régulièrement, les gens faisaient des projets où ils prévoyaient de mettre 10 moutons à l'hectare. À la fin, ils se sont trouvés avec un mouton sur 10 hectares. Et tout ça, ça a retardé le développement de l'agrivoltaïsme. Et donc, je pense que la démarche de tous nos partenaires aujourd'hui, y compris TSE, c'est justement d'avoir des relations de transparence et traiter d'égal à égal l'agriculteur et respecter le principe de la loi, c'est-à-dire que c'est l'agriculture qui est l'activité prioritaire. Et juste pour finir mon commentaire qui est un peu long, cette approche de TSE de parler d'un volume, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et dans le film, il y avait, à des moments, on croyait qu'il y avait beaucoup d'ombre. Il faut savoir que l'ombre portée, c'est quelque chose qui est assez trompeur à l'œil. Mais aujourd'hui, avec 40% des panneaux sur une surface, c'est vraiment très intéressant parce que les cultures seront toujours régulièrement en condition de confort, comme je disais au début de mon intervention, de confort thermique, hydrique et lumineux. Et pour revenir donc au loyer, je pense que Sylvain pourrait nous apporter des éléments. Pour ce point, je vais juste revenir parce qu'on a là aujourd'hui dans cette assemblée effectivement une grande majorité également d'agriculteurs. La transparence, c'est quoi? Je rebondis. Merci encore une fois, Monsieur Escobar, pour ce point. La transparence sur l'idée d'avoir plutôt un loyer qui est calculé par rapport au chiffre d'affaires, c'est deux choses. Parce qu'on va pouvoir sans doute aller chercher plus de performances, mais parce que vous le savez, un certain nombre d'entre vous, depuis 1 an et demi, les prix de l'énergie ont légèrement explosé ou connu une assez forte inflation. Donc, nous,
travaille beaucoup par modélisation financière. Et la modélisation financière à un instant T, on va dire, c'est peut-être un tarif de vente d'électricité à 60 euros. Puis dans 3 ans, ce sera 85 ou 90 euros du mégawattheure. Donc forcément, se dire, Sylvain, désolé pour toi, mais on avait signé à 60 euros du mégawattheure, maintenant c'est 90, c'est tout dans notre poche. Ça ne nous semblait pas forcément, alors je vais peut-être me faire des ennemis chez mes confrères, mais cette idée de partage de la valeur, il est fondamental dans votre compréhension du modèle. C'est que, bien évidemment, ces parcelles doivent rester agricoles. Ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'on parle de 100 gigas, 100 000 hectares, c'est quand même pas négligeable. 100 000 hectares, je dirais, qui pourraient être éventuellement pris au monde agricole, c'est quand même énorme. Donc, elles doivent rester agricoles, mais elles doivent également produire beaucoup d'énergie. Dans un contexte, dans les 10 ou 15 ans, 20 ans à venir, de forte inflation du prix de l'énergie. Donc, le partage de la valeur, il doit se faire logiquement sur la génération du chiffre d'affaires. On va devoir revoir ton bail. Sylvain, vous avez un commentaire à faire pour répondre à peut-être. Donc oui, tout d'abord, c'est c'est un pilote, c'est pas forcément une très grande installation. Donc la valeur à l'hectare, c'est très important parce que voilà, on produit la même chose sur un hectare. Donc voilà, 900 kW, que ce soit sur un hectare ou si on multiplie par 10, on en fera 9 mégas. Mais l'intérêt, voilà, c'est de continuer l'expérience avec TSE. C'est pour ça que ça nous intéressait de démarrer par le pilote, pour avoir ce recul-là, le côté acceptabilité sociétale et le côté production agricole dessous. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et même de développer d'autres productions agricoles. C'est l'intérêt du partenariat avec TSE qui va en développer dans différentes zones en France. Afin de vérifier différentes plantes. Demain, on partira peut-être dans le maraîchage, dans des petits fruits, dans des choses, dans des plantes à valeur ajoutée. C'est pas forcément notre objectif de continuer dans le côté céréalier, parce qu'il y a quand même quelques contraintes de travailler entre les poteaux. Et est-ce que l'étape suivante, ce sera peut-être monter dans le capital? Est-ce que c'est prévu, la possibilité plus tard pour vous d'être propriétaire au moins d'une partie de la structure? C'est ce que dit Mathieu, c'est pas forcément inintéressant. C'est comme un lien entre un salarié et donc et son patron. Soit le salarié prend des parts dedans, mais c'est quand même compliqué donc dans la gestion de l'entreprise. Soit la rémunération du salarié est faite par rapport aux résultats. Je pense que ça peut être la même chose avec le système des panneaux. Avoir ce que dit Mathieu, donc un pourcentage du chiffre d'affaires ou du résultat et sans contrer la gestion du système. D'accord. Là, on a parlé de partage de valeur entre les parties prenantes vraiment sur les projets. Philippe Vervier, vous êtes sur les questions sociétales. Est-ce que le territoire, il y a un sujet sur le partage de valeur avec le territoire, avec les riverains, avec il était question dans la loi peut-être de faire une forme de compensation. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, je vais faire un commentaire en partant d'une explication de ce que sont les composantes de l'acceptabilité, parce que quand j'ai lancé la boîte, on ne se refait pas, j'ai fait de la R&D avec des sociologues et on s'est aperçu qu'il y avait 6 composantes qui rentraient en ligne de compte dans la perception qu'ont les usagers, les riverains, même les élus d'ailleurs, même les services de l'État, tous les gens qui vivent sur le territoire, la perception d'un projet, parce que ils n'ont pas l'occasion de venir dans des assemblées comme celle-là pour voir le dessous des cartes et comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants d'un projet. Donc, c'est des perceptions qui jouent. Donc, il y en a plusieurs composantes. Donc, la pertinence du projet, est-ce qu'il est bien chez moi? Le porteur de projet aussi est beaucoup en question. Est-ce que sa responsabilité, son ouverture et il y a une dimension qui revient assez fréquemment, qui est très forte, c'est la notion d'équité. C'est-à-dire qu'au-delà même de la partage de la valeur monétaire, il y a vraiment une notion d'équité, de est-ce que ce projet va apporter des bénéfices pour mon territoire, pour l'agriculteur qui le prend, pour ma commune, pour moi, pour ma famille, mais aussi regarder les impacts qui peuvent être jugés comme négatifs. Est-ce qu'il va y avoir une bonne répartition des impacts négatifs? Parce que souvent, on entend les gens quand on les pousse dans leur retranchement, parce qu'on a quand même 85% des gens qui déclarent dans un sondage IFOP qu'ils ont une image très positive du photovoltaïque. On est sur le territoire, c'est autre chose, quoi. Et notamment dans l'agrivoltaïsme où on a des structures, comme l'a dit le journaliste, spontanément, rappelons-nous, il a dit c'est quand même assez impressionnant, pas forcément très bien dans le paysage. Donc c'est quand même quelque chose qui vient assez spontanément. Donc il y a cette notion d'équité
elle est vraiment très forte, aussi bien dans ce qui est jugé comme positif, dans ce qui est jugé comme, ou perçu comme négatif. Alors après, bien évidemment, il faut faire un travail d'adaptation du projet au territoire. Et je mélange volontairement l'adaptation paysagère de l'adaptation économique, parce que dans un projet, il n'y a pas que du technique, quoi. Il y a aussi de la relation avec le territoire, et tout ce qui va permettre de faire comprendre que c'est un projet qui vient sur un territoire, mais qui ne vient pas prendre au territoire, mais qui vient apporter quelque chose. On a parlé il y a quelques minutes de la synergie absolument indispensable entre l'agriculteur et le développeur en énergie. Il y a aussi tout le monde agricole. Il ne faut pas oublier qu'il y a que sur un territoire agricole, il n'y a pas que l'agriculteur concerné, il y a aussi toutes les structures, et les citoyens, et les élus. Donc il y a vraiment besoin de faire cette démonstration que c'est un projet qui n'est pas là pour, entre guillemets, prendre au territoire, mais qui est là pour, dans une synergie positive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Les ingrédients, on commence à les avoir. Donc, quand j'entends des modèles économiques comme ceux qui sont en train de se profiler avec TSE, où il y a une répartition, si j'ai bien compris, équitable entre le nord et le sud, ben, je pense que ça, c'est des choses à faire savoir, parce que ça donne aussi de l'importance dans le débat qu'on entend souvent sur le territoire. Ok, d'accord, il faut de l'énergie électrique, mais pour qui et pourquoi chez moi, quoi. Donc, et pourquoi pas chez les autres? Donc c'est le fameux NIMBY. Il y a aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de nous enlever de la souveraineté agricole? C'est un peu comme la méthanisation, ça revient assez fréquemment. Donc il faut faire la démonstration sans arrêt, il faut faire la démonstration qu'on est dans un projet, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin en tous les cas, il y a une vraie volonté d'être en adéquation avec le territoire, et l'équité, c'est fort. Et donc, partage de la valeur, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, mais en revanche, pas forcément toujours bonnes à appliquer, parce qu'on parle souvent du financement participatif. Nous, il nous est arrivé d'avoir sur des projets les habitants qui n'en voulaient pas. Donc, il faut faire attention. Vous avez l'impression d'être acheté, peut-être? Voilà, c'est ça. Il y avait un sentiment de se faire acheter, donc ils n'en voulaient pas. Donc, on a de plus en plus de bons ingrédients à mettre pour faire un projet respectueux du territoire. Il ne faut pas les appliquer n'importe comment. Et du coup, vous conseillez quoi à des énergéticiens ou à des agriculteurs en amont du projet? Si je comprends bien, il faut anticiper un petit peu pour que le projet soit le plus accepté possible socialement. Ah, là, c'est une grande question. C'est une grande question. Donc oui, on l'a dit, la première étape, c'est qu'il y ait une bonne synergie, une synergie entre l'énergéticien et puis l'agriculteur. Ne pas oublier le monde agricole qui est sur le territoire, parce que souvent je me trouve dans des situations où un syndicat n'est pas complètement en phase avec la chambre, ou pas complètement en phase avec la coopérative, ou pas complètement en phase avec l'agriculteur en question. Donc il y a un besoin d'harmonisation aussi à ce niveau-là. Il y a protéger les élus. Là, on le voit avec la loi d'accélération des énergies. En fin de compte, moi, je m'aperçois qu'on leur fait porter un poids, une responsabilité encore plus forte. Je parle des élus communaux, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la définition des zones d'accélération. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans les petits territoires ruraux. Ils sont, comme on dit les autres, à portée de baffe de leurs administrés. Donc là, ça va être encore plus fort que pour le PLU. Ils vont encore avoir une responsabilité supplémentaire. Donc ça veut dire que le développeur et l'agriculteur doivent venir assez rapidement, mais ils le font spontanément, mais pas venir voir le maire pour lui dire on veut mettre un projet comme ça sur ton territoire. C'est est-ce qu'on peut voir ensemble quel serait le projet qui peut correspondre à l'intérêt, bien sûr, de l'agriculteur, de l'énergéticien et de l'intérêt de la commune. Donc, voilà. Sylvain, vous, ça se passe bien autour de chez vous, je crois? Donc ça s'est bien passé. Oui. Alors justement, quelques chiffres par rapport à l'acceptabilité. Oui. Sur le côté local, donc à Mans, donc c'est un petit village, 700 habitants. La canopée va produire l'équivalent de 1300 habitants. Donc quand on explique aux gens qu'on va leur produire donc 2 fois leur électricité, ça aide aussi un petit peu à faire passer les projets. Dans l'autre côté, ce que vous apportez au territoire, en fait. Voilà, c'est quand même du réel. C'est oui. quand même Oui. Et bon, en plus, on n'est pas forcément mal tombé par rapport à la crise énergétique. C'était quand même compliqué de décrire un projet comme ça et de dire on n'allait pas avoir assez d'électricité. Je pense, Mathieu Debonnet, si vous arrivez à faire court, parce que là le temps presse malheureusement, mais je pense que ça croise exactement votre état d'esprit sur
le partage de valeur avec le territoire. Dont j'aimerais que vous expliquiez un petit peu comment vous voyez l'agrivoltaïsme finalement. C'est essentiellement, je dirais, le nouveau cadre réglementaire qui permet des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui permettent de constituer ce qu'on appelle des boucles d'autoconsommation. Alors, il y a certains rayons de 5, 10, 15, 20 km, mais par exemple, on pourrait très bien mettre des tarifs préférentiels aux habitants de la commune d'Amance de l'électricité produite sur la canopée de Sylvain. Donc ça, c'est autorisé ou c'est permis dorénavant dans la loi. On pourrait également aller vendre de l'électricité à des petites TPE. On a entendu cet hiver les boulangers, les bouchers, etc., qui ont été impactés. On pourrait aller leur vendre de l'électricité produite au cœur des territoires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que tout est réinjecté dans le réseau et on ne sait pas forcément où va l'électricité. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent dorénavant de mettre en place ces fameuses boucles d'autoconsommation. On va les relocaliser en fait. Exactement. Et on revient, on en débattait hier soir. En fait, là, l'agri-BV, c'est quoi? C'est on ferme la parenthèse de l'énergie, en partie, de l'énergie centralisée en France, les grandes centrales nucléaires, les 54 ou 56 réacteurs nucléaires, et on réouvre celle de l'énergie produite au cœur des territoires. On arrête d'aller chercher du gaz et du pétrole très très loin de chez nous, qui déséquilibre la balance commerciale. On la remet au cœur des territoires. Et alors là, on a fait faire une thèse par l'École des Mines, ce sera mon dernier mot, Gabriel, sur 200 ans de paysage énergétique en France. C'était quoi il y a 200 ans, le paysage énergétique? Le paysage énergétique, il était déjà dans les mains des agriculteurs. C'était les moulins à vent, les moulins à eau, dans lesquels tout le monde allait apporter, alors dans le nord peut-être ses céréales, et dans le sud ses olives. Voilà. Donc l'énergie était déjà au cœur des territoires. La révolution industrielle a centralisé la production d'énergie. Et aujourd'hui, les ENR, que ce soit l'éolien, le solaire ou les projets de méthanisation, c'est remettre au cœur des territoires. C'est fondamental. C'est une nouvelle ère de l'énergie dont les agriculteurs, vous êtes les premiers acteurs. On remet la production de richesses fondamentales, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement économique, au cœur des territoires. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, qui est très fondamentale. C'est très bien pour terminer, juste Sylvain, vous avez une certaine fierté peut-être maintenant de participer à cette transition. La question de toute la journée, finalement, c'est la place des agriculteurs dans la transition énergétique. Vous êtes l'acteur principal. Vous êtes au cœur des territoires, vous produisez de l'énergie renouvelable. On a besoin de vous. Donc, est-ce qu'il y a une fierté? Est-ce que par rapport à vos enfants, je ne sais pas, ou à votre entourage, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la fierté? Donc, on est content d'avoir participé donc, à ce projet. On l'avait déjà initié un petit peu ce qu'énonce Mathieu par rapport à l'énergie dans les territoires avec la méthanisation, en cogénération, production électrique. La méthanisation nous a apporté en plus une résilience par rapport au marché de l'engrais. Donc on est fiers de ces choses-là et on espère continuer de participer donc, à la production électrique et au changement de voie. Merci. Monsieur Escobar-Gutiérrez, vous avez un dernier mot? On ne vous entend pas bien. Attendez, on ne vous entend pas bien. Si vous pouvez juste rehausser le son. Non. On vous entend à peine. Bon, en tout cas, oui. Seront moins méfiants de l'approche agri-photovoltaïsme. Je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a une conscience des énergies, une honnêteté, comme a été dit, et un partage de la valeur créée entre tous les acteurs. Et il faut dire aussi que cette approche prend en compte aussi l'environnement. Pas seulement parce qu'on va produire de l'énergie localement, mais les types d'installations agri-photovoltaïques, au moins à INRAE, nous conseillons nos partenaires, mais de faire attention aussi à l'environnement. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, j'avais prévu plein d'autres questions. Mais ce sera pour une autre fois. Bravo, merci pour votre participation.